Même aujourd'hui, quand on a les preuves, on a des vidéos, on a des photos, on a tout, il y a encore ce doute qui est mis en place, c'est des VSS. Parce que si ça avait été un homme, on sait très bien que le traitement n'aurait pas été le même. C'est sexiste, ça veut pas vouloir dire t'es un connard forcément, tu vois. Ça veut juste dire prends du recul sur ce que tu viens de dire et essaie de réfléchir à ce que ça implique, quoi. Il nous semblait essentiel d'ouvrir ce premier plateau de discussion autour des questions féministes. Tous les jours, les questions de discrimination, de violences sexistes et sexuelles, de culture du viol font ou devraient faire la une de toute la presse. Récemment, on a eu Norman, l'abbé Pierre, Judith Godrèche qui sera présente à la fête d'ailleurs demain, Gisèle Pellico et plein d'autres. On a donc décidé d'intituler ce plateau « Vieille rengaine patriarcale et nouveaux outils de lutte féministe ». Pour ce faire, on a invité Violaine de Philippi-Sabat. Bonjour Violaine. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va et toi? Très très bien. Tu es avocate, chroniqueuse, on l'a vu, ancienne porte-parole d'Oser le féministe. Tu écris pour l'UMA depuis 3 ans maintenant. Et depuis l'année dernière seulement, tu dégaines ces mêmes chroniques en vidéo comme on l'a vu. Jules, bonjour. Bonjour. Ça va? Ah bah nickel. Eh ben, bienvenue. Tu es streameuse et cofondatrice de Furax, un marathon de streaming caritatif féministe dont c'était la deuxième édition cette année. H, bonjour. Bonjour. Tu es vidéaste, tu parles des luttes LGBT, d'anticapitalisme et d'anticolonialisme à travers la pop culture et notamment à travers le jeu vidéo surtout. Voilà. Mama Paprika, bonjour. Hello. Ça va? Ça va et toi? Super casquette, incroyable. On est d'accord. Tu es streameuse et membre de l'association Afro-Gameuse dont le but est d'encourager un écosystème, je cite, j'ai repris la bio de votre site, d'encourager un écosystème de jeux vidéo plus représentatif des minorités ethniques. Bonjour à toutes les quatre, merci beaucoup d'être ici. Violaine, avec tous ces sujets sidérants qu'on a évoqués dans l'introduction, est-ce qu'on avance vraiment dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Je pense qu'on a avancé beaucoup sur le plan théorique, c'est-à-dire que sur le plan légal, on a réussi à acquérir l'égalité des droits. Je dirais que le virage se situe au début des années 2000. On a vraiment réussi à faire inscrire dans nos lois, je pense notamment aux dernières acquisitions vraiment légales, comme le fait de pouvoir transmettre notre nom de famille quand on est une femme à son enfant. Ça, c'est début des années 2000 seulement. Et maintenant, on se bat pour arriver à faire appliquer ces droits. Donc maintenant que sur du papier, on est tous égaux et égales, bon, c'est très bien aussi que ce soit le cas concrètement. Donc on condamne les violences faites aux femmes, qu'on soit vraiment payé autant que les hommes, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment le combat de notre siècle, c'est-à-dire arriver à faire appliquer les lois qu'on a obtenues, enfin en tout cas que nos prédécesseuses ont obtenues au siècle dernier, quoi. Voilà. Vous êtes d'accord qu'on avance comment là en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles? On avance trop on n'y est pas doucement. encore. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Ah oui, c'est ça, littéralement. On a en fait, c'est un peu pareil pour toutes les avancées sociales, c'est que dès qu'il y a une avancée, tu as forcément le double en contre-avancée, enfin je sais pas comment dire, mais... Tu as des exemples là, récents, tu penses à un truc précis récemment? Ou les autres, je veux pas poser de questions pièges. Le procès Mazan. Oui, bah oui. On le voit bien, le procès Mazan aujourd'hui, qui est quand même un exemple probant justement qui va vraiment contre le not all men, mais il y a encore des personnes justement qui vont dire non, c'était forcément consenti, il y avait forcément quelque chose où Gisèle était imbriquée dedans et faisait partie de la manipulation. Ça veut dire que même aujourd'hui, quand on a les preuves, on a des vidéos, on a des photos, on a tout, il y a encore ce doute qui est mis en place, et ce doute qu'on voit aujourd'hui, c'est des VSS. Parce que si ça avait été un homme, on sait très bien que le traitement n'aurait pas été le même. Et puis c'est justement ça que je voulais dire, c'est que y a des grosses avancées féministes et du coup on a tout un élan masculiniste qui est arrivé en contre de ça et qui est beaucoup plus violent que les mouvements féministes. C'est les féministes qu'on considère comme violentes, tout le temps en train de râler. La misandrie, oh là là. Alors que la violence, elle est plutôt du côté des masculinistes que du côté des féministes. C'est vrai que c'était assez incroyable quand on voyait la défense des accusés, surtout des avocats des accusés. Ils reprenaient la culture du viol et tout, on est complètement là-dedans. Il y a complètement une négation. C'est ça. Toi, Violaine, tu suis un peu, j'imagine, ce procès de l'extérieur et en même temps, comme tu connais les rouages, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pense que ça pose plein de questions, bien sûr, mais ça pose aussi la question des droits de la défense, qui sont évidemment fondamentaux dans notre société, c'est-à-dire que n'importe qui a le droit d'être défendu, bien sûr, sinon ce serait plus de la justice. En revanche, c'est jusqu'où on peut aller en exerçant les droits de la défense, et en tant qu'avocat peut-on plaider contre une vérité matérielle? C'est-à-dire peut-on concrètement, alors je ne parle pas de ce procès-là précisément, mais en règle générale, en tant qu'avocat, a-t-on le droit de mentir à la barre quand on fait une preuve matérielle dit l'inverse de ce qu'on est en train de plaider? Là, je pose la question de si ça m'est déjà arrivé en plaidoirie d'avoir un confrère ou une consoeur en face qui disait vraiment quelque chose qui était absolument prouvé par preuve inverse dans le dossier, et notamment en matière de violence sexiste et sexuelle, c'était
des femmes qui avaient été médiatisées à l'occasion d'une émission, des photos d'elles torse nu en fait avaient été diffusées à leur insu parce que des caméras étaient dans leur vestiaire quand elles se changeaient pour l'émission. Et donc elles ont été victimes d'harcèlement en ligne et ces photos se sont retrouvées, les vidéos dans les vestiaires se sont retrouvées sur des sites pornographiques. Et l'avocat de la défense de la société de production a osé plaider quand même que c'était ces femmes qui avaient voulu que ces vidéos circulent parce qu'elles voulaient faire de la notoriété dessus, alors même qu'on prouvait dans le dossier que le harcèlement en ligne avait commencé au moment de la diffusion des images en direct et que le déferlement avait commencé là en même temps sur Twitter. Et donc on avait les messages, les heures et tout. Et je me dis, mais on ne peut pas plaider ça à la barre. Et ça m'arrive quand même rarement de couper parce que déontologiquement on n'a pas le droit de couper une plaidoirie. Mais là je l'ai fait. Et j'ai dit, j'ai quand même dit, je suis désolée de vous couper, confrère. Je dis, désolée, mais bon. Mais on ne peut pas mentir à la barre. Là, c'est vraiment, il y a une preuve qui dit l'inverse de ce que vous dites. Et la juridiction a dit, bon, laissez finir votre confrère. Voilà. Donc on n'avance pas tant que ça finalement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que H, on avance un peu plus dans dans la défense des droits des personnes trans ? Alors c'est compliqué parce que déjà on n'est pas très loin en vrai dans la défense des droits des personnes trans parce qu'en fait pour l'instant, ne serait-ce qu'au niveau des transitions, les transitions sont extrêmement lentes, sont extrêmement ralenties par 1000 processus légaux, par le corps médical déjà de façon très large, puis par tout ce qui est processus de changement de nom, de changement de genre à l'état civil, etc. Et en fait ce qu'on voit c'est que non seulement c'est lourd pour toutes les personnes qui commencent à s'inscrire dans ce schéma-là, mais c'est aussi très inégalitaire parce que typiquement, un des exemples qu'on prend très souvent, c'est qu'une personne trans racisée, elle va souvent avoir beaucoup plus de mal à se faire croire par les docteurs, puis vivre de la transphobie et de la misogynie noire, dans tout ça un petit peu ensemble là-dedans. Etc. Ensuite, au niveau de l'administration et tout. Et c'est tout le parcours de transition. Ça va être un moment où on va être très exposé à toutes les violences transphobes. Et justement, tous les moments où on aura marqué homme en gros sur notre pièce d'identité, alors qu'on présente exactement le contraire, ou alors inverse si on fait le parcours dans l'autre sens. Et en fait, il y a déjà tous ces processus qui créent des énormes disparités au sein des transitions. Il y en a qui peuvent être très rapides et se passer très bien, mais dès que tu es plus pauvre et que tu ne peux pas, par exemple, aller dans des cliniques à l'étranger ou des cliniques privées pour avoir les opérations sur lesquelles, pareil, il y a des listes d'attente qui durent parfois des années, et quand tu vas subir en plus le racisme de l'administration, le racisme au quotidien et tout, ça va être plein de petits trucs qui vont se rajouter les uns aux autres. Donc on n'est déjà pas très loin à ce niveau-là. Et sans compter tous les détails dans les administrations, les universités qui refusent encore de s'adapter et tout. Et en plus de ça, on voit commencer à arriver très très fort un backlash réactionnaire anti-trans qui a commencé, qui est vraiment une renaissance au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Et puis on a vu que l'extrême droite a très vite remarqué que waouh, en fait, ça parle la haine anti-trans, ça parle à beaucoup de gens, ça fait basculer beaucoup de gens qui étaient anciennement à gauche, voire féministes radicales, vers l'extrême droite. Du coup, ça a plutôt bien marché en Royaume-Uni. C'est encore la grosse baston, en gros, aux États-Unis. On espère que ça ne va pas trop prendre en France. Pour l'instant, il y a des premières tentatives qui commencent vraiment à s'institutionnaliser. On a vu la proposition de loi qui est contre les bloqueurs de puberté administrés à des enfants à partir de 12 ans en général. Et en fait, c'est pareil, ça c'est toujours le cheval de Troie. Et puis au fur et à mesure, ça permet d'établir le discours, ça permet d'en faire un débat public. Et voilà, ça a été retardé par la dissolution, ce qui est à peu près le seul truc vaguement positif sur tout ça. Mais du coup, on entend moins, c'est moins le bordel que pour l'instant que ce dont on avait peur, mais ça fait peur. Ouais. Je vous entendais acquiescer, Jules Mamaporka, vous avez des choses à ajouter, des choses qui résonnent aussi pour vous dans ce que dit H ? Ah ouais, vachement, parce qu'en fait, il y a toujours ce truc, tu parlais notamment de la misogynie noire, tout ça, et en fait, à chaque fois que tu disais quelque chose, j'avais l'impression qu'en fait, c'était un cumul de non-privilèges, justement, qui s'adossent et qui, tu es une femme, tu es trans, tu es racisée, tu es pauvre, tout ça, c'est vraiment ce cumul qui fait que, vraiment, l'addition, elle est de plus en plus salée, et cette addition, en fait, elle se concrétise par le fait de ne pas être crue aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas avoir, je vais prendre le cas que j'ai vu très récemment d'une personne trans qui montrait comment sa mammoplastie et qui disait, ça c'est
ça m'a soigné, ça a réussi voilà, à me sauver la vie. Et il y avait quand même des personnes pour dire ah bah super, c'est pour ça que la sécurité sociale rembourse 100%, tout ça. Et on était là genre mais qu'est-ce que tu n'entends pas dans ça a sauvé la vie des personnes et ça va représenter peut-être 0,1% de l'intégralité des choses qui sont remboursées. Mais ça c'est un cheval de Troie sur lequel, enfin, en tout cas c'est pas un cheval de Troie mais ça fait partie des convictions qui font que justement les minorités, notamment les trans, et ça va être exactement la même chose avec les personnes racisées, avec notamment le syndrome méditerranéen, où en fait on va dire s'il y a plus de proportions de personnes racisées qui ont des soucis cliniques au moment de la prise en charge, et on va dire ah bah non, c'est parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, c'est parce qu'ils profitent, tout ça, et en fait ça déconnecte complètement de la chose, et c'est en ça que finalement les VSS ça n'avance pas, c'est parce qu'à chaque fois on relie des choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Et tu parlais de politique, et c'est super important justement de le remettre là-dessus, parce que dès qu'il se passe quelque chose, très souvent on va avoir des gens qui vont relier ça justement à la politique. C'est ça de voter de gauche, et voilà, il arrive ci, il arrive ça, et quand en fait on arrive avec des preuves, et ça c'est ce que tu disais, c'est le genre des chiffres, des choses qui sont étudiées, et là les gens disent non, je ne me reconnais pas là-dedans. Mais si tu ne te reconnais pas là-dedans, pourquoi tu accuses quoi que ce soit en fait? Et ça c'est un gros souci, je trouve encore. Allez-y. Non, Hélène, tu veux réagir ou Je suis d'accord, les discriminations elles s'accumulent, c'est ça l'intersectionnalité, c'est d'être à l'intersection de plein de discriminations. Et le débat public, le temps du débat public actuel permet rarement d'arriver à poser les questions sur le fond et d'arriver à se faire entendre, parce qu'il faut tout résumer en 30 secondes et après hop, t'es coupé. Et donc après, tu as une phrase qui est sortie du contexte et ça peut servir à attiser la haine. Enfin, c'est sûr que tout ça est très compliqué. Et puis enfin même, on peut rebondir, comme on revenait sur la question de la parole, on voit aussi que ça rejoint la question des VSS, puisque aujourd'hui, on a, il me semble, à peine 10% des viols qui sont dénoncés à la police, et encore moins une proportion encore plus petite qui sont jugés et qui sont condamnés. Du coup, on voit quand même qu'on a ces lois, comme disait Violaine, effectivement, et elles ne s'appliquent pas parce que justement il y a une différence dans les paroles qui sont écoutées, on peut donner l'exemple, si on revient sur les questions des soins, quand un homme dit qu'il souffre énormément je cherchais un autre mot que parce qu'il n'arrive plus à bander, mais par impuissance, ça devient quelque chose. Il faut investir des millions d'euros dans cette question et tout rembourser par la Sécu, alors qu'une personne trans qui vient, etc. Et donc c'est toujours des questions de paroles qui sont plus ou moins crues. Et voir que en vrai c'est une très grande majorité des paroles qui ne sont pas crues, voire qui ne pensent même pas être écoutées. Beaucoup de personnes, de femmes qui ne vont pas à la police parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas être écoutées. Encore plus en tant que femme trans, on subit des trucs, on pense pas très vite, on pense pas d'abord à se tourner vers la police, et que tout ça en fait va nourrir des systèmes, va nourrir des divisions sociales, justement les divisions sociales sexuelles, les divisions sociales racistes. Et vont faire tourner tous ces systèmes-là. Et c'est ça, c'est vraiment la double peine de porter plainte, je trouve, parce que tu dois arriver à convaincre les flics qui eux-mêmes vont être super violents avec toi, pas te croire, te demander comment t'étais habillé, te demander ce que tu faisais là, machin, est-ce que t'as pas mal compris ce qui s'est passé. Et après, s'il y a un procès, tu vas devoir passer des mois, voire des années à convaincre les gens en fait que ce qui t'est arrivé c'est vrai, alors que c'est pas toi qui es censé être en procès, c'est ton agresseur, et pourtant c'est même quand c'est pas médiatisé, enfin surtout j'imagine quand c'est pas médiatisé, parce que quand c'est médiatisé comme l'affaire Marzan, on a quand même du monde, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui la croient, et encore heureux. Mais je veux dire, elle-même a dit qu'elle voulait que le procès soit public parce que justement, elle sait qu'il y a plein d'autres femmes à qui ça va arriver et qu'elle, on ne les croira pas en fait. Et il faut un truc aussi grave pour qu'on arrive à se dire ah oui, peut-être en fait. C'est un des trucs qui fait peur. Je vais être très rapide, mais sur le procès Marzan aussi, c'est qu'il y a en fait, tout ce qui même, j'espère que l'issue sera. Ça me semblerait lunaire que l'issue ne soit pas une condamnation grave, mais rien que le procès et que le suivi du procès qui, à la fois, permettra probablement dans l'absolu d'avancer sur ces questions-là, et je l'espère, et en même temps, c'est la répétition d'une violence. On voit tout dans les médias, on voit les déclarations de l'avocat de la défense qui explique que les gens que des hommes qui avaient des relations sexuelles avec une femme inconsciente ne réalisaient pas être violés, et que ne réalisaient pas être en train de violer, et qu'il n'y avait pas d'intention, c'est ça. Et c'est tout un ensemble de violences qui vont aussi se répéter dans la société, qui vont répéter aux femmes, vous ne serez pas cru, et à toutes les bases
victime de violences sexuelles, d'ailleurs, vous ne serez pas cru, ce n'est pas la peine de porter plainte. Il y a toujours une répétition de la violence derrière ces luttes, et c'est pour ça que on espère qu'elles vont aboutir quelque part, parce que sinon, ce sera une nouvelle fois une parole qui sera étouffée, qui sera un peu plus étouffée. C'est jamais gagné. J'ai une question du chat. Comment vous ressentez ce mouvement de plus en plus violent contre les féministes? J'ai pas entendu. Ouais, on n'entend pas de ce Pardon. côté. Comment vous ressentez ce mouvement de plus en plus violent contre les féministes? Comment on le ressent? Ouais, comment Le vous le backlash. ressentez? Comment vous le vivez? Ouais, Ce fameux backlash backlash. dont parlait Ouais, H. pas ouf. Pas ouf, c'est ça. Oui, alors. C'est pas la joie, quoi. J'ai en fait un peu l'impression que, justement, on parlait du fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, tout ça, et que le fait, en fait, de découvrir que ce ne sont pas juste des bruits de couloir, que ce ne sont pas que des faits divers, mais que ce sont vraiment la réalité, le quotidien de chacun et chacune, ça, ils n'ont pas envie de l'accepter. Ils se disent non, c'est impossible que ça t'arrive. Quand on apprend que plus que de 90% des femmes ont vécu des agressions sexuelles dans leur vie, ça c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est tellement énorme, ça leur paraît impossible. Et on est là, si vous avez une femme autour de vous, vous lui demandez son vécu, est-ce qu'elle a déjà vécu ci, est-ce qu'elle a déjà vécu ça, elle va répondre oui, mais pour eux c'est tellement inimaginable. Et justement, je parlais du Not All Men souvent en tout début, et il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte que si en fait peut-être All Men, sauf que c'est une telle acceptation du fait que justement l'agresseur dans ce cas-là il fait partie du problème, ils se disent littéralement mais attends, peut-être que pas que je suis un potentiel, mais peut-être que moi, dans ma vie, c'est déjà arrivé que j'ai eu ce comportement-là. Et en fait, c'est très compliqué à accepter et ils préfèrent rejeter complètement la faute avec, je sais pas, ils vont insulter, tout ça, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à accepter cette réalité que, oui, aujourd'hui, nous, quand on interagit avec un homme, en tout cas un homme cis hétéro blanc notamment, on n'est pas bien, quoi, tu vois, déjà, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vu que quand je parle, je me prends ça, qu'est-ce qui va dans sa tête quand on lui affiche des horreurs et qu'il dit non, ça c'est pas vrai, tu vois, c'est genre si c'est vrai mon coco. Les gens qui disent en fait c'est des dégénérés, c'est des fous. C'est ça, et tout, c'est dégénéré. Là ça prouve bien que c'est vraiment tout le monde, quoi. On a vraiment un paysage sociologique qui te montre que c'est littéralement tout le monde en fait qui fait ça. C'est ça, et il y a pas mal de cas justement là dernièrement qui montrent ça en fait, que quand tu prends, ça fait des années, voilà, il y a eu beaucoup de cas, nous on a fait notamment Furax qui permettait justement de parler du cyberharcèlement, tout ça, on s'est pris des torrents de haine aussi. Oui. Parce que juste sur le point du cyberharcèlement, en disant non c'est faux, tout ça, c'est que des trucs ponctuels, on était là, mais si en fait. Oui, ils disent non mais si tu subis du cyberharcèlement, ferme Twitter alors que... C'est ça, ferme Twitter, ne sois pas présent, ne parle pas si tu ne veux pas subir du cyberharcèlement. Puis je crois aussi que c'est une modalité de protection parce que quand l'interlocuteur ou l'interlocutrice parfois dit ah non c'est pas possible ça, c'est aussi parce que parfois la personne elle-même a pu avoir ce type de comportement harcelant ou a pu alors l'inverse être victime et ne veut pas soit se reconnaître dans le statut de victime, soit se reconnaître dans le statut de sexiste. Et donc en fait va dire non ça c'est pas grave parce que c'est aussi une façon de se protéger soi-même, de pas se remettre en question. Et il y a un truc pour rebondir sur ce que tu disais quand tu parles avec un mec cisgenre blanc hétéro tout ça, c'est que enfin un mec qui va dire que lui il a rien du tout à se reprocher, qu'il a jamais été sexiste, je suis désolée c'est bizarre, ouais. Tu vois, même en tant que meuf je pense qu'on a toutes on peut avoir des comportements stéréotypés, donc un être humain qui dit ah non moi ça me concerne pas, j'ai jamais été sexiste de toute ma vie, franchement je vois pas de problème, et ben en fait c'est bizarre parce que on a forcément, on a grandi dans une société qui est sexiste, donc on a forcément des réflexes sexistes et se remettre en cause c'est pas facile, ça fait pas forcément plaisir et je pense que du coup c'est aussi pour ça que parfois on ferme les yeux en disant non c'est pas très grave, oh, t'exagères, manière de dire que la personne elle-même a pas envie de se remettre en question. C'est ça. Je suis d'accord. Mme Avocat, tu commences à parler de Furax tout à l'heure. Jules, tu en es la cofondatrice. Est-ce que c'est pas le moment un peu de parler de Furax? Qu'est-ce que c'est? Comment tu l'as monté? À quoi ça sert? Avec qui? Quand? Pourquoi? Dis-nous tout. Alors, je vais refaire un peu le storytelling de Furax depuis le début. En gros, moi, en étant publique sur Internet, en étant streameuse, j'ai subi un harcèlement très dur pendant 1 an d'un mec qui avait retrouvé mon adresse et qui venait sonner chez moi, qui me faisait des menaces de mort. Enfin, c'était horrible. Ça a duré 1 an avant qu'il l'arrête,
que le procès, ça a été encore plus long. Bref, aujourd'hui, ça va mieux. Mais en fait, ça m'a donné envie de m'engager vraiment concrètement, de faire quelque chose, et surtout du côté juridique, parce que moi, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir emprunter de l'argent pour me payer un avocat, et je me suis dit, il y a plein de gens qui, genre, juste n'ont pas les moyens. Évidemment, il y a des aides pour ça, mais tu choisis pas, du coup, avec qui tu vas travailler. Et du coup, en fait, j'en ai parlé à Nathalie, du coup, qui est streameuse aussi, et on s'est dit qu'on aimerait faire un événement caritatif, un peu comme le Z-Event. J'utilise cet exemple parce que c'est celui qui est le plus connu. Mais, Et le plus récent. le plus récent, mais après, nous, on voulait vraiment un truc qui soit politique, donc où vraiment que l'engagement, il concerne pas que le féminisme, mais il concerne tout ce qui est autour sur l'anticapitalisme, l'antiracisme, et tout ce qui va avec. Je vais pas faire la liste, ce serait trop long. Mais du coup, oui, on a voulu faire cet événement contre les VSS. On l'a monté un petit peu, beaucoup rapidement, parce qu'en gros, la boîte de prod qu'on a contactée nous a dit allez, go, dans 4 mois, là, c'est bon. Donc on a vraiment fait ça super vite. On a travaillé avec Afrogameuse, du coup. Pour la deuxième édition, c'était carrément une collaboration, ce qui n'était pas encore le cas pour la première. La première édition, on a travaillé avec, en mode, vous venez à l'événement, et après on s'est dit, histoire de faire vraiment un événement qui soit plus... comment dire, en plus de variété, Oui, qui est un peu plus dans l'inclusivité, voilà, mais avec un message fort de collaboration pour le coup. Donc maintenant, Afrogameuse fait partie de l'organisation de Furax. Ouais. Et là, on va lancer notre 3e édition là, pour 2025. Et pareil, du coup, en fait, on a un peu un problème de... la première année, on nous a reproché qu'il n'y ait pas assez de personnes racisées, donc on a vraiment travaillé sur ça pour la 2e année. Et là, on nous a reproché qu'il n'y ait pas assez de personnes trans, ce qui est absolument vrai. Donc on va essayer de s'améliorer là-dessus cette année. Et en fait, c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure aussi, quand on parlait du fait qu'on est encore, tu disais, on est encore tous et toutes... des trucs des sexistes, des biais. Voilà, En fait, c'est ça, c'est que je trouve ça bien que dans le militantisme, on puisse dire ça entre nous, tu vois, dire qu'on nous ait dit la première année, il n'y a pas assez de personnes racisées, cette année, il n'y a pas assez de personnes trans. Après, ça peut être très fatigant. Il y a aussi des gens qui sont dans la pureté militante, entre guillemets, qui sont vraiment un peu à te rentrer dedans, et ça, c'est pas eux qu'on écoute, tu vois, mais le fait qu'on arrive entre nous à se dire, là, ton événement, ou toi, ce que t'as dit, c'est ci, c'est ça, c'est ce qui nous fait avancer. Et voilà. C'est bien d'avoir un peu de recul. Il y a d'autres grands événements caritatifs qui n'ont pas trop ce recul. De quoi tu parles là? Je sais pas du tout, ouais. Et moi, je trouve que c'est important justement ce que tu disais, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un très grand streamer qui a pris la parole sur le Not All Men et qui a été surpris du retour qu'on lui a fait, à savoir... Comment ça, là, maintenant, tout de suite, en ces termes? Et en fait, le problème, c'est que c'est ce qui s'appelle, et qui s'appelle Rio, la prise de recul. Quand on te fait un retour, ça a beau piquer, il faut l'accepter, justement, parce qu'on est sur un chemin d'évolution. Je vais reprendre un exemple très, très classique. Pour apprendre à marcher, on a été à 4 pattes, voilà, on s'est cogné la tête, tout ça, et c'est exactement la même chose. Arriver avec un postulat de dire, en fait, ce qu'on a fait, c'était parfait parce que j'ai dit ces paroles-là, ça ne marche pas. Et donc c'est ça, c'est aussi accepter la critique, parce qu'on se rend bien compte, c'est se rendre bien compte que genre, non, il y avait un souci d'inclusivité par rapport à ça, et donc directement, on a pris contact avec des personnes, dont H, et enfin voilà, on a mis ça, et t'inquiète pas, on va bientôt se parler là, voilà, donc, et parce qu'aussi, pour nous, c'est important, parce que c'est dans notre... Oui, moi je fais carrément des avances. Hein. Trop bien de les garder pour nous. Voilà. Et voilà, tu vois, c'est genre, c'est des choses qui, je trouve, ont besoin d'être admises. C'est que quand on prend connaissance d'une information, certes, il faut du temps pour l'analyser, pour l'assimiler, mais il ne faut pas juste arriver en disant « Coucou, j'ai dit ça, on ne va pas te donner ton étoile » en fait. Il y a un truc aussi de process de ton côté, d'accepter la critique pour pouvoir encore mieux avancer, quoi. Ça n'existe pas d'être parfait. Ça n'existe pas d'être parfait. La perfection, c'est une construction qui n'existe pas, comme la méritocratie. Tu commences à parler d'Afrogameuse. Ouais. Pareil, est-ce que tu peux en parler un peu? Donc, tu es membre d'Afrogameuse. Ouais, on recevra Jane demain sur un autre plateau sur Angela Davis. Ouais. Est-ce que tu peux un peu commencer à nous parler du travail que vous faiêtes? Pourquoi vous avez créé l'asso? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? L'observation de Jane, qui est donc la présidente, ça a été de se rendre compte qu'elle n'avait pas d'image, de représentation de joueuses noires que ce soit autour d'elle ou même dans la pop culture ou autre chose. Et en fait, elle s'est dit,
vu qu'il manque quelque chose, je vais le créer. Donc ça a commencé maintenant l'asso a 4 ans et c'est parti du principe de tout le monde peut jouer et on a envie de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes afrodescendantes dans le secteur du jeu vidéo. Donc ça va être au niveau des joueurs et des joueuses, ça va être au niveau des professionnels, donc directement dans les studios, ça va être au niveau aussi de la représentation dans les personnages. Donc on sait qu'il y a déjà des personnages noirs qui existent, mais si vous arrivez à tous les nommer, c'est que déjà il y a un souci. Et après, il faut voir l'écriture qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment pour pousser, pour arrêter d'être dans le stéréotypage des choses. Et il y a aussi dans la création de contenu. Parce qu'il y a quand même, on se le rend bien compte aussi, on peut citer l'intégralité des femmes noires qui sont actuellement sur Twitch, notamment. Et ça, c'est un souci dans l'univers du jeu vidéo. Et sa volonté, c'était finalement de normaliser la présence des personnes noires et notamment les femmes et les minorités de genre dans le secteur du jeu vidéo, et en plus de créer toute une communauté autour au départ du jeu vidéo, mais qui au fur et à mesure en fait a aussi un programme de mentorat pour les professionnels du jeu vidéo, que ce soit aussi des clubs de lecture, tout ça. Et aujourd'hui on a des centaines de membres chez Afrogameuse et c'est trop cool quoi. J'ai une question de choc qui va vous faire plaisir. Ah oui, bonjour. Une question de Leclim. Est-ce que l'image qu'on a du sexisme n'est pas un petit peu extrapolée et exagérée? On a l'impression que si on a un avis masculin, on est forcément classé sexiste. Qu'est-ce que vous en pensez, H par exemple? Est-ce que tu veux répéter la Est-ce que l'image qu'on a du sexisme n'est pas un peu extrapolée et exagérée? On a l'impression que si on a un avis masculin, on est forcément classé sexiste. Alors, est-ce que parce qu'on donne son avis en tant qu'homme, on est forcément sexiste? Ouais, c'est quoi? Non, qu'est-ce que c'est un avis masculin en fait? Parce que c'est un peu entre les deux. Moi j'écoute, tu vois, genre, de toute façon, il y a des mecs blancs partout, genre, c'est beaucoup de gens avec qui j'interagis et tout, il faut se battre pour ne pas interagir qu'avec des mecs blancs, tu vois. Et genre, mais par contre, que ton avis soit spécifiquement masculin, qu'est-ce qui le rend masculin? Est-ce que, Une question qui en ouvre beaucoup d'autres. J'espère qu'il va un peu réfléchir, le clip, parce qu'on raconte n'importe quoi. Je suis d'accord là-dessus. Ça veut dire quoi masculin? Parce que émanant d'un homme, ça veut pas dire masculin. Pour moi, et encore, ça voudrait dire que j'ai une définition d'un avis masculin, ce que je n'ai pas. Et en fait, moi, quelqu'un qui me donne un propos que je trouve cohérent et qui émane, qu'importe le genre de la personne, ça va être son propos en fait. Je vais pas en fait de suite faire sauf que on voit que c'est un petit peu systématique, tu vois, c'est genre voilà, des fois on fait mais bon, on fait au départ, on écoute et puis après ça va. Une image très unidimensionnelle du sexisme, du racisme, ce que tu veux, où les gens tu leur dis c'est sexiste et ils pensent que tu les traites de mecs qui va violer des meufs dans des ruelles ou qui tabassent sa femme, tu vois, alors que non. C'est sexiste, ça veut pas vouloir dire t'es un connard forcément, tu vois. Ça veut juste dire prends du recul sur ce que tu viens de dire et essaie de réfléchir à ce que ça implique, quoi. C'est Au contraire, je pense que la discussion c'est important, donc c'est faux de croire, il me semble, que on peut pas. Alors, si on part du principe que la question c'était avoir un avis d'un point de vue d'homme, c'est ça. Je pense que quelqu'un peut avoir un avis en étant un homme sur les inégalités. C'est intéressant d'en discuter avec cette personne. Si la personne se sent directement attaquée, peut-être aussi justement que c'est un des biais. C'est-à-dire qu'on a tellement peu l'habitude de voir encore des femmes qui contredisent des hommes que directement le mec peut se sentir attaqué. Alors c'est pas du tout, comme vous le disiez, c'est pas forcément la volonté de l'attaquer, c'est juste la volonté de le contredire. Donc peut-être prendre conscience que le fait de ne pas être d'accord avec un homme ou le fait d'être en contradiction, ça ne veut pas dire qu'on l'attaque et qu'on veut le tuer. Ouais, voilà, je sais pas si ça répond à la question. Mais... Puis un peu ce truc, un avis masculin, comment dire ça Non, mais j'essaye de dire un truc parce que pour l'instant je dis avis masculin, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi, comme on le disait, rien que la question des VSS, ça repose sur un silence absolu sur le fait que personne n'est réaliste qui en a autant, etc. Sauf quand on a fait le travail, quand on a lu beaucoup de trucs. Et en général, quand vous voyez des gens qui en parlent, c'est parce qu'on a été se renseigner très longtemps. Il y a beaucoup de contenus entre-temps qui ont été produits dans le droit pour se renseigner. Et quand on a quelqu'un qui nous dit « Attendez, moi, je n'ai jamais rien lu de tout ça, je n'ai pas été de me renseigner, mais je pense, j'ai pris cet avis-là sans avoir
enfin voilà, et qui contredit absolument tout ce que vous avez, tout ce sur quoi il y a eu des pages et des pages d'études et de recherches. Et on a envie et c'est la 5e personne de la journée qui nous dit la même chose. Oui. Et oui, bah, à mon avis, on a envie de te dire, bah ouais, t'es juste un mec qui fait chier le monde et qui, il y a, dans ces cadres-là, effectivement, oui, si la vie est masculin comme ça, oui, c'est chiant. Mais et c'est pour ça que c'est fatigant et qu'il peut y avoir des réponses un petit peu aigries selon les personnes et le niveau de fatigue. Mais bah non, c'est pas. On va pas souvent on catégorise plus les gens parce qu'ils viennent nous dire que par ce à quoi ils ressemblent, quoi. Dans quel contexte il te le dit aussi, Ouais, s'il vient juste te dire ça alors que tu lui as rien demandé, je veux dire, au bout d'un moment. Vous avez des conférences, non, que vous avez dû avoir le cas aussi, il y a beaucoup plus de femmes dans les conférences féministes et puis tu as toujours moins de mecs, mais bizarrement il y a le même temps de parole homme-femme quand même dans la salle et tu as toujours un mec, globalement moi j'ai toujours constaté, qui est effectivement parce que tu viens de décrire. C'est pas une question, c'est une remarque. C'est une remarque. Bon alors j'entends ce que vous dites, ce serait intéressant, mais bah, c'est pas ma sensation. Donc moi ce que j'ai constaté à mon échelle et beaucoup de moi je, mais bon après c'est son expérience donc on va pas la remettre en question. Mais ce qui est problématique c'est que ces individus sont souvent pas trop fermés pour comprendre que les statistiques et tout notre travail et tout ce qu'on démontre bah du coup peuvent peut-être aller à l'encontre de ce que eux ils ont constaté, mais ça ils veulent pas l'entendre. Et ça, ouais, c'est effectivement on peut s'énerver dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai, ils n'arrivent pas, dans le cas dont tu parles, où effectivement que tu es 20 personnes qui lui aient déjà dit telle ou telle chose et que cette personne dise oui, mais moi non, n'arrive pas à comprendre que cette personne est l'exception, justement, dans l'immensité de la majorité. Et c'est encore une fois quelque chose qu'il faut comprendre. Notre vécu n'est pas la normalité. La normalité, c'est ce que tout le monde vit. C'est la société dans laquelle on est, c'est ça le vécu. Et ça, c'est encore quelque chose les gens ont du mal à accepter, en fait, que des fois, il leur arrive rien, des fois, ils ne font rien. Et donc, comme il ne leur arrive rien et qu'ils ne font rien, tout le monde est pareil. Et que quand on a des affaires qui ressortent, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. On parle très souvent de maladie mentale, tout ça, et on est là genre non, c'est toi l'exception, mon coco. Sois fier de cette exception, mais par contre, n'affirme pas que en étant l'exception, c'est l'application de tout le monde, en fait. Et ça, c'est un gros souci. Et je reviens sur un sujet aussi dont on a parlé un petit peu. C'est quand on dit à quelqu'un ce que tu dis, c'est raciste, on n'est pas en train de dire tu es raciste. On dit ce que tu dis, c'est raciste. Voilà, c'est ce que tu disais pour le sexisme, exactement. Ce que tu dis, c'est sexiste, ce que tu dis, c'est transphobe, ce que tu dis, c'est homophobe. Et la personne va dire « mais je ne le suis pas ». C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On dit que tu es dans un écosystème qui t'a dit « c'est ok de dire ça ». Mais il faut juste en fait se dire que cet écosystème-là, c'est pas celui que les gens, qui plus est quand c'est des concernés qui te le disent, est la normalité. Et en fait, il faut réussir à sortir de ce carcan, de se dire que punaise, en fait, il n'y en a pas qu'une de bulle et que la mienne elle est toute petite et que je suis englobée dans une énorme bulle et il faudrait peut-être que je perce la mienne pour comprendre justement le monde qui m'entoure. Quelqu'un du chat qui réagit à ce que tu disais, Violaine, la double peine de info dite par une femme, donc pas trop crue de base, et baisse de la valeur de la science dans les avis, post-vérité, Trumpiste, tout ça, un peu la flemme de débattre avec LE, non? C'est pas très clair. La flemme de débattre avec la flemme de débattre avec ces gens-là, ouais. Bah, le problème, c'est que ces personnes en conférence, on peut vite les identifier, bien sûr, mais quand c'est dans vos bandes de potes, on fait comment? Parce qu'en fait, déjà, nous, on peut toutes et tous dire des trucs qui peuvent être sexistes sans être sexistes et même en étant formés. On a des potes aussi autour de nous en soirée et ça peut être des bons potes. Donc, flemme, ouais, des fois, j'ai la flemme, mais comme tout le monde. Mais je pense que c'est aussi important d'essayer d'être pédagogue. Le problème, c'est que parfois, on est fatigué, surtout quand on bosse sur ces sujets, et que c'est vrai qu'en soirée, on n'a pas envie d'être pédagogue. Mais vraiment, là, j'ai eu le cas, j'ai été saisie dans une affaire au même moment où un de mes potes, anciens potes du coup, avait fait ce qui était reproché. En fait, en gros, c'était une affaire de diffusion de photos intimes à l'insu de la personne, la femme concernée. Et il s'est trouvé, donc je vais défendre cette femme, il s'est trouvé qu'une de mes amies en simultané me dit que son mec que je connais a fait ça. Et donc de me retrouver dans une situation où à la fois je suis l'avocate d'une femme que j'assiste pour ça et de me retrouver à comment je suis confrontée dans ma vie privée à est-ce que je vais réagir de la même façon avec ce pote. Et c'est difficile, hein. Et je pense y être à peu près arrivée, parce que j'ai coupé les ponts avec ce pote parce que visiblement il ne veut pas se remettre en question. Mais c'est pas automatique. C'est-à-dire que, et je pense que c'est difficile de le faire à l'échelle individuelle. Mais ça, c'est un exemple. Un gars que je croise en soirée, que je connais depuis 10 ans, qui en fait a pris des photos de sa copine à son insu et les a diffusées sur des groupes libertins.
Enfin, je veux dire, et ça pour lui dans sa tête, et le gars va vous rencontrer là, il va vous dire que lui pour l'égalité, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est d'essayer d'expliquer à ses amis qu'il y a des choses, ça semble évident que c'est pénal et que ça se fait pas, et bah pour autant, visiblement, ça peut être n'importe qui ici maintenant, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai extrapolé, mais... Si, je pense que la personne qui a posé la question est très contente de ta réponse. Tu sais que des fois c'est un peu fatigant, des fois on peut avoir un peu la flemme de débattre. Toi, il y a un endroit où t'as pas la flemme d'être sur BFM. On t'a vu plusieurs fois sur BFM. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous sentiriez de faire, d'aller sur des plateaux qui sont des fois un peu, en tout cas qui vous sont pas favorables, pour défendre vos idées, etc. H par exemple? Là, tout de suite, non, pas trop. Pas là maintenant, c'est... En plus, je suis pas... je me mets tout doucement au stream, etc. Moi, je suis sur YouTube, donc j'ai bien mes petits scripts bien préparés, etc. Faudrait que je me prépare pour ça et que j'ai du media training pour de vrai. Après, je crois qu'il y a une différence. Attention, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui sont dites sur cette chaîne, mais pour autant, j'ai le sentiment que je peux m'exprimer. Donc je fais une différence entre BFM et CNews. Je ne vais jamais sur CNews, j'y mettrai pas un pied, encore moins maintenant, et j'y suis pas allée par le passé. Je trouve vraiment qu'il y a une différence à faire entre ces deux chaînes, et que sur BFM, ça reste possible de débattre. C'est pour ça que j'y vais, sinon j'irai pas. Donc je pense que c'est pas le même... On peut pas les mettre CNews dans le même panier que BFM, après c'est juste mon avis. Mais je trouve qu'un plateau entier où les personnes sont contre toi, je pense pas que j'y arriverai, déjà parce que si on prend le genre de journalistes qu'on trouve sur CNews, c'est des gens qui sont formés en fait et qui font ça toute la journée de débattre et qui savent très bien arriver à soit pas te laisser en placer une, soit si t'en places une, déformer tes propos et t'attaquer là-dessus. Et genre, j'ai pas envie en fait de me sentir attaquée, donc non, moi je pense à titre personnel, j'irai pas. Même pas peur. Enfin, c'est même pas une histoire de même pas peur ou autre chose, c'est qu'il y a... Je fais partie de ces personnes qui, si jamais elles vont être contraintes d'y aller, vont faire en sorte de bien présenter, de au moins profiter finalement du fait d'être sur ce plateau pour essayer de délivrer un message. Mais ça va être du média training énormément, ça va être justement une... Je vais me mettre en mode, vraiment, je vais me mettre en mode PLV, c'est-à-dire que je vais délivrer mon message parce que je sais qu'en face, je vais me prendre des gros taquets. Et voilà, ça va être comme ça. Et Ça se voit avec Rokhaya Diallo, elle s'en prend mais plein la gueule tout le temps, je sais pas comment elle continue en fait. Après, il y a aussi la problématique de la désinformation, c'est-à-dire qu'à mon sens, CNews fait beaucoup de désinformation, et c'est pour ça que j'y vais pas plus que par peur. C'est-à-dire que je pense que maintenant, avec le recul, je pourrais faire un débat là-bas, mais j'ai pas envie parce que je trouve que c'est de la désinformation. Là où je trouve que BFM ne fait pas de la désinformation, sûrement qu'ils seront pas d'accord avec ça, peut-être qu'on peut séparer selon les émissions, mais je trouve vraiment que CNews, c'est de la désinformation. Je rappelle quand même qu'ils ont balancé en headband, enfin, comment on dit, en head, je sais pas quoi, en santé, ouais. Bandeau. En bandeau. C'est un bandeau, ouais. Ils ont quand même balancé l'an dernier que l'IVG était la première cause de mortalité dans le monde. C'est CNews. Ça, ouais. Donc comment on peut aller parler là-bas? C'est pas possible. En revanche, BFM ne fait pas ça. Et je pense vraiment que du coup, il y a une distinction à faire et que c'est important de parler, quand on peut parler, d'aller le faire avec tout le monde. Mais je comprends aussi qu'on n'y aille pas. J'entends toutes les positions. C'est quand même des endroits où la parole est très enfermée. Et je pense que c'est pas, faut pas les voir comme la solution ultime. Ça peut être un endroit où on présente 2 minutes une parole et on dit, voilà, allez vous intéresser à ces questions-là, allez par-ci par-là et allez. Revenez vers des espaces où on a un peu plus la parole et on peut un peu plus dérouler. Et c'est pas, pour moi, c'est pas le parangon de la lutte non plus. C'est un outil qui peut être utilisé. Tu commençais à parler un peu de ton travail, donc toi tu es plus vidéaste, tu as dépassé les 10 000 abonnés je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux un peu nous parler Bravo, une super vidéo d'ailleurs de remerciements. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton travail, pourquoi tu as eu envie de faire ça, pourquoi tu choisis ces sujets-là? Moi de base, je suis programmeuse dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai commencé, j'étais gosse, j'adorais le jeu vidéo, j'ai fait des études d'informatique, je suis allé là-dedans, j'avais un peu des paillettes dans les yeux. Là où je bossais n'était pas particulièrement terrible, mais bon, au fur et à mesure, quand tu commences à apprendre tout ce qui se passe dans l'industrie, il y a eu aussi ces dernières années dans l'industrie du jeu vidéo, une grande libération de la parole plus que prise de conscience parce que dès 2017 on commençait à entendre les horreurs et puis au fur et à mesure ça a de plus en plus pris d'ampleur et de résonance.
Donc voilà, il y a des conditions de travail très dures avec ce qu'on appelle du crunch, donc des périodes qui peuvent être 70-100 heures de travail par semaine. Ça se passe à Paris aussi. Enfin voilà, il y a eu des accusations de ça contre Ubisoft, contre Quantic Dream notamment. Des affaires de VSS et de harcèlement sexuel qui sont extrêmement graves. Et voilà, quand tu commences à comprendre un petit peu de ça, tu es dégoûté de plein de trucs, mais aussi de plein de trucs qu'on voit en interne qui n'aident pas vraiment à la libération de la parole et tout, et au changement de ça. C'est pour ça aussi pendant ce temps-là, quand je bossais dans l'industrie, je me suis syndiqué donc à Solidaire. On a monté une section syndicale dans notre boîte et autour du jeu vidéo. Il y a aussi le STJV qui s'est formé dans ces eaux-là pour parler de ces questions-là. Et en fait, voilà, au départ, il y avait vraiment cette espèce de révolution au milieu de cette évolution, en tout cas au milieu du jeu vidéo, où on se mettait à critiquer les modes de production, on se mettait aussi à critiquer les façons dont on faisait du jeu vidéo. Donc tout est venu un petit peu en même temps. Il y avait aussi de la critique sur un certain féminisme très poli, très libéral, il faut des femmes qui réussissent dans l'industrie, etc. Alors que beaucoup des femmes qui sont mises en avant, on les voyait assez directement dans les studios, étouffer des affaires et des choses du genre. Donc il y a eu beaucoup de critiques autour. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'était vraiment un moment d'ébullition. Donc c'est beaucoup pour ça que j'ai commencé à parler du jeu vidéo, à m'intéresser à comment est-ce qu'on analyse la culture dans une culture de masse, dans ce qu'elle reproduit de tous nos préjugés, qu'ils soient capitalistes, qu'ils soient coloniaux, qu'ils soient sexistes, et comment tout ça s'interagissait, ce qui fait... Et comment ça interagissait aussi avec comment sont produits les jeux dans des trucs ultra capitalistes. Ça fait beaucoup de boulot. Et du coup, c'est comme ça que je me suis plongé dans toutes ces questions-là. Et puis au fur et à mesure, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant sur YouTube, de plus en plus, avant il y avait beaucoup le format de la vulgarisation qui était expliquer un certain savoir, simplifier une espèce de savoir universitaire. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a le vidéo-essai comme format qui se développe, qui est à la fois donner un avis sur quelque chose, mais du coup relier du savoir à quelque chose de très concret, et aussi qui passe un petit peu par de l'exploration personnelle, entre guillemets. On est face à la caméra, souvent on parle un petit peu de nous et tout, et ça permet ça permet à la fois de transmettre ce savoir, et puis je pense que c'est très important de montrer que aussi le savoir, il nous transforme, il change quelque chose chez nous. L'exemple le plus simple de ça, c'est la conscience de classe. C'est quand tu sais que quand tu es un peu perdu, que tu dis le capitalisme c'est nul, mais je peux pas grand chose, etc. Et que tu te rends compte que c'est toi qui produis la valeur, c'est toi qui peux faire grève, etc. Ça transforme qui tu es, comment tu te vois, comment tu vas agir, etc. Et en fait, c'est ça sur beaucoup de points. Typiquement, la toute dernière vidéo, elle part du fait que moi, je suis une enfant d'un immigré syrien et d'une mère française. Et je me suis beaucoup construit avec les jeux vidéo qui nous promettaient de montrer sous un jour positif les civilisations arabo-musulmanes et tout. Et je me suis dit, ça va, les gens vont enfin voir que ma culture, elle est pas sale et tout. C'est pas trop ce qui est en train d'arriver dans le paysage politique actuel français. Et du coup, quand tu commences à voir que, peut-être que ça montrait ces cultures-là d'une certaine façon, peut-être que, c'est aussi des façons que j'ai commencé à apprendre de voir ma propre identité, que je suis rentré dans ça et que ça m'a blessé. C'est aussi tu changes de vision sur les choses, tu changes de vision sur toi-même, et c'est ça qui est super intéressant dans le fait de bosser sur YouTube en ce moment et de faire du vidéo-essai et que j'essaie de faire sur ma chaîne autant que possible. C'est marrant la manière dont tu parles, ça me fait vachement penser à Bolshevik, que j'ai pas mal discuté avec lui, et tu vois, sur la vidéo-essai, sur la conscience de classe, sur analyser à la fois ce que racontent les œuvres et comment elles sont produites, ça en dit beaucoup. Alors lui, c'est plus pop culture générale, toi c'est plus jeux vidéo, est-ce que c'est quelqu'un dont tu suis le travail, dont je sais pas une vision un peu marxiste en fait des fois de la production, de ce que ça veut dire. Oui, de toute façon, il y a clairement une vision, en tout cas une vision il a très clairement une vision matérialiste et j'en ai une aussi. Donc voilà, ce qui va se passer dans la production va aussi beaucoup déterminer ce qui va être dans le jeu, et c'est le but de développer ça. Après, j'ai aussi, moi j'essaye vraiment aussi, en plus de rajouter non seulement les questions de patriarcat, et aussi en ce moment beaucoup les questions de colonialisme. J'avais fait une longue vidéo sur la question du génocide et sur Mass Effect, qui est un jeu où justement l'imaginaire du génocide est très présent pour le critiquer, mais en même temps, est-ce que c'est de la bonne façon? Et du coup, en fait, c'est vraiment, une fois qu'on voit aussi, il y a déjà en vrai un vrai travail à l'université sur la question du colonialisme et nos imaginaires et du jeu vidéo en spécifique.
Et en fait, on remarque que c'est là que beaucoup de notre imaginaire il naît, notamment l'imaginaire, par exemple, typiquement en fantasy, il y a tout cet imaginaire des races qui est très très peu questionné et qui peut être utilisé intelligemment pour montrer des conflits, etc., entre différents peuples, mais qui, dans son contexte de création, n'est pas forcément exempt de biais, voire de reproduction de processus, de processus de racisation, de processus assez nuls. Et du coup, voilà, moi, pour l'instant, je me focus surtout sur ça. Et puis, c'est toujours intéressant parce que tu vas focus sur cette question-là, et ensuite, quand tu vas revenir plus général sur les façons de réfléchir à la production du jeu, et à comment ça influe le message, etc., tu vas souvent avoir un avis qui est un petit peu plus évolué, où tu vas te dire, sur ces points-là, ça répond pas exactement, c'est peut-être un peu trop simple, peut-être que des fois, on voit un peu partout de la révolte, mais parfois, la révolte, c'est de la révolte de droite plus que de la révolte de gauche. Est-ce que c'est réac, et dans quel sens est-ce que c'est réac, tu vois? Est-ce que c'est réactionnaire de gauche? Est-ce que ça existe? Et du coup, c'est un peu toutes ces questions-là qui se... c'est un peu comme ça que je bosse pour l'instant. Je suis en train de lire un petit peu le chat aussi. Alors, eux, ils sont restés sur le sujet dont on parlait avant. Une question d'Oximus. Si autant de plaintes pour VSS sont classées sans suite, n'est-ce pas surtout qu'elles sont difficiles à prouver? C'est souvent parole contre parole. Condamner sans preuve serait aussi injuste. Ne faudrait-il pas plutôt se demander pourquoi il y a des VSS? Alors, je me tourne vers la spécialiste juridique, Violaine. Ouais. En fait, il y a eu un rapport hyper intéressant de l'Inspection générale de la justice qui a été fait en 2018-2019, qui s'était penché sur les cas de féminicide. Vous allez voir où je vais en venir. C'est qu'ils avaient ressorti toutes les plaintes ou les signalements qui avaient été faits par les femmes qui ont été tuées par leur conjoint et ex-conjoint sur cette période. Et ils se sont rendus compte que dans 8 cas sur 10, la plainte avait été classée, alors que ces femmes étaient donc décédées ensuite, principalement pour manque d'investigation. Alors sa liste, l'homme accusé n'a pas été systématiquement auditionné, ça dit quasiment jamais d'enquête d'environnement suffisante, pas de saisie, alors pas de saisie de téléphone, c'est moi qui le rajoute, c'était pas dans le rapport, mais c'est ce que je vois souvent dans les dossiers. Donc en fait, on ne risque pas de trouver les preuves si on ne les cherche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dépose plainte, on devrait avoir l'obligation, en tout cas le système judiciaire devrait avoir l'obligation de déclencher une enquête sérieuse. Donc appeler l'homme concerné pour auditionner, je ne sais pas, dans les 15 jours, automatiquement saisir les téléphones, on a tous et toutes nos vies sur nos portables pour l'analyser, pour voir les messages effacés et tout ça, et auditionner un minimum de proches. Et aujourd'hui, ça s'est pas fait. Donc c'est très dur de trouver les preuves, c'est vrai, mais en fait aujourd'hui, on est face au constat que le système judiciaire ne les cherche pas. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, tu as ta réponse, Oximus, je vois pas ce qu'il y a de plus à Il rajouter. faudrait aussi former les policiers sur, Oui, aussi. sur les Mais ils sont censés être formés. Je me souviens, il y avait eu un petit message justement du gouvernement qui disait ils sont là avec les fils spéciales pour les VSS. Dites orange si vous venez pour violences sexistes ou sexuelles. J'ai eu le cas encore samedi dernier au commissariat, j'ai accompagné un dépôt de plainte. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils switchent au moment où ils se disent que quand même ils ont été formés, qu'il ne faut pas réagir comme ça. Donc au début, le policier, il était là, vraiment, on sentait qu'on l'embêtait avec l'homme que j'accompagnais qui a été victime enfant. Vraiment, ça s'assoit et le flic nous dit, donc il nous regarde vraiment en haussant un sourcil, je ne pourrais pas vous le refaire, il fait, vous n'auriez pas pu prendre rendez-vous parce que là, c'est samedi. Bah non, parce qu'il travaille la semaine, donc on ne peut pas venir un jour. Bon, bah alors vous venez pour viol ou pour agression sexuelle? Parce que moi, c'est marqué violence sexuelle. Et bah oui, c'est les deux, du coup. En plus, la personne concernée, peut-être qu'elle ne sait pas la distinction juridique entre les deux. Enfin, en plus, elle n'est pas là pour... Et là, vraiment, il souffle et il fait... Bon, bah, je vais prendre la plainte alors. Bon, bah, bougez pas, je reviens. Et après, il est revenu, il a switché, on n'aurait pas dit la même personne. Je ne sais pas s'il est schizophrène, si quelqu'un lui a dit attention, t'as une féministe dingue dans ton bureau, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que c'est plus la même personne en revenant. Il s'est assis, il a dit alors, on va prendre le temps qu'il faut. Surtout, n'hésitez pas à dire les mots comme ils vous viennent. N'hésitez pas à sortir si vous avez besoin d'un verre d'eau, d'aller aux toilettes. Je suis là, je vous crois. Ici, nous ne remettons pas en cause la parole des victimes. Et je me dis, mais c'est le même. Il avait bien appris son texte en tout cas. Il s'est fait engueuler derrière. Il a eu une formation Matrix, tu sais, genre hop, direct. C'est bon, je mets en place la formation. Voilà, on assiste, ça bouge, mais on voit que c'est pas encore, c'est ni fluide ni naturel, quoi. Voilà, pour répondre à la question, il y a un vrai problème de formation. Ouais. Mais au moins, on commence à avoir des petites formations, mais ça suffit pas. Alors, vas-y, pour rajouter là-dessus, après, ça ouvre aussi une question qui est assez vertigineuse, c'est, on a formé les policiers restent à faire un travail qui est pas forcément incroyable, restent aussi en grande partie en très grande partie votant à l'extrême droite et avec des croyances assez qui vont avec, voire dans une partie assez... Alors j'ai plus les chiffres en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je me souviens que le chiffre de policiers qui se sont avérés être violents en couple
est assez terrifiant. Et il y a aussi cette question de l'entrecroisement, les policiers ils sont aussi recrutés pour maintenir l'ordre et souvent on a vu aussi, si on fait le lien avec toutes les manifestations, les violences policières en manifestation, etc., pour maintenir un ordre qui est un petit peu violent et qui est un petit peu tapé facilement sur des gens de gauche et des gens un peu trop progressistes. Et de la même façon, c'est un peu ce qui est terrifiant aussi, c'est que les représentations que produit la justice par les inégalités, va souvent beaucoup plus facilement condamner pour VSS des personnes racisées. Même dans les cas comme l'affaire Mazan, il y a un peu une exceptionnalisation du viol, c'est-à-dire que l'affaire est tellement horrible que c'est complètement impensable qu'elle ne soit pas condamnée. Et en même temps, est-ce qu'on va pas... Enfin oui, voilà, il y a ce double truc ça renforce la foi dans un système judiciaire qui concrètement va surtout produire un petit peu des imaginaires racistes. Donc il y a cette question-là qui a confronté, qui est je suis face à une avocate. Est-ce que je vais, il y a la question de l'abolitionnisme, en tout cas de l'abolitionnisme policier, de l'abolitionnisme pénal, ou en tout cas de savoir est-ce que c'est possible de réformer de l'intérieur ce système-là et de le changer et de contrer. Quelles sont les peines utiles et qu'est-ce qui serait efficace, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cette dynamique-là. Je suis d'accord. Il y a un problème avec repenser aussi la prison mais j'ajouterais que quand bien même il y a des policiers ou des juges d'instruction, des procureurs, franchement j'en ai croisé des biens, ça arrive, je vous assure. Le problème c'est qu'on manque tellement de moyens que même quand ils veulent bien faire, ils sont sous les dossiers, ils ont trop de procédures à suivre, ils n'ont pas les moyens d'investiguer. Donc c'est un peu comme aux urgences à l'hôpital, il faut prioriser, il y a des choses... Donc même quand on veut bien faire, on n'a pas les sous pour le faire, quoi. Bon, on aurait pu parler de plein d'autres choses, de l'abbé Pierre, etc., mais il y a une séquence sur laquelle je voulais revenir, je suis désolé, ça va pas vous faire plaisir. C'est l'affaire Norman qui a quand même secoué, qui a secoué les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et c'est un peu de ça dont on parle aujourd'hui. Je vous propose de regarder un petit extrait. Je suis désolé pour ce moment, vraiment désolé. Je vous promets, c'est pas long, mais c'était pas mal pour réagir. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. » Bon, avant de revenir sur l'aspect juridique, peut-être avec toi, Violaine, à part ouin, j'y suis pour rien, est-ce qu'il y a des trucs à retenir de cette séquence? Alors, la vidéo, je crois, elle fait plus d'1 heure. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que sur YouTube, est-ce que finalement les réseaux sociaux, c'est une manière peut-être de faire des trucs comme Furax, ou de faire des trucs comme Afrogameuse, ou de faire son travail, mais est-ce que c'est aussi une manière pour des mecs comme ça de faire ouin? Bah oui, c'est ce que je te disais sur le masculinisme tout à l'heure, quoi. C'est que ça a permis la montée du masculinisme, notamment à cause d'Andrew Tate, mais pas que. Les masculinistes, ils apportent de la force en fait aux mecs comme Norman parce que ils ont un public qui sera toujours de leur côté quoi qu'ils fassent en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir des vidéos de Norman en train de violer des gamines et les masculinistes ils seraient toujours derrière lui en train de dire non mais elles étaient consentantes. Elle dit pas que c'est arrivé. Ce n'est pas arrivé. Je dis ça pourrait arriver et il y aurait toujours des masculinistes derrière lui. Et puis là, après, je laisserai Violaine sur le côté juridique, mais le fait de dire que je suis innocent parce que c'est classé sans suite, ça marche pas comme ça en fait. Il y a juste pas assez de preuves. C'est ça, et il y a eu trop de cas. Il y a eu trop de cas, que ça soit dans notre entourage proche ou éloigné, ou même avec des preuves, c'est finalement classé sans suite parce qu'on dit que le SMS, il a pu être trafiqué, ça aurait pu être un montage, tout ça. En fait, on est dans un système où 0,6% des poursuites finissent par une condamnation. En fait, on peut pas en fait juste se dire, regardez, c'est classé sans suite, donc j'ai rien à me reprocher. C'est surtout ça en fait le gros souci. Personnellement, j'ai pas regardé sa vidéo. La vie est trop courte, franchement, pour prendre du temps là-dessus. Et en fait, c'est se dire juste que je n'ai rien à me reprocher. Parce que c'était... Oui. Il faut qu'on en parle d'ailleurs. Mais enfin, on en est carrément à se dire qu'un classement sans suite veut dire que je suis innocent. C'est faux.
Voilà, il dit il n'y a pas assez de preuves, tout ça. Après, Violaine, tu pourras justement nous en dire plus là-dessus. Mais je trouve que se cacher derrière le classement sans suite pour prouver son innocence, alors qu'il y a des gens qui ont, dans des cas similaires, qui sont innocentés, non, pour moi, ça ne me convient pas. Et surtout, quand il n'y a absolument pas un fait de « il s'est passé ci », et pourtant, il s'est passé ci, et je le regrette. Lui, c'est, je sais pas, peut-être qu'il le dit, hein, mais moi, c'est en mode genre, ah non, il s'est absolument rien passé. Il n'était pas sûr, est-ce qu'il a vraiment groomé des meufs, est-ce qu'il a vraiment contacté des mineurs? Le procès, il était sûr, est-ce que ça les a affectés? C'est ça, ouais. Lui, un harceleur. Donc, en fait, les faits, ils sont avérés quand même, parce que genre, les preuves n'ont pas été contestées. C'est juste, ouais, d'accord, ça se voit avec la phrase du juge au début, c'est... Ouais, d'accord, il les a contactés, mais on n'a pas pu prouver que c'était... Et pourtant, il les a contactés. Enfin, et ça, c'est ce simple fait-là. Il les a contactés. Il les a pas contactés en tant que personne lambda. Il les a contactés en tant que Norman qui parle à sa communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte au niveau de l'influence. C'est que cette influence-là, je sais pas comment on peut pas se dire qu'il y a justement envie de... sans parler d'envie, mais il y a forcément manipulation qui est mise dedans puisqu'on parle de l'influence. Dès qu'on est fan de quelqu'un, cette personne nous donne l'heure. Ah bah là, voilà quoi. Surtout quand on parle de personnes qui sont jeunes, voire des mineurs. Des ados. Voilà donc. Il y a Ferivel dans le chat qui nous dit à noter tailleuse discussion qui a apporté un gros soutien à Norman. Toi, tu parlais des milieux masculinistes. Ah mais là, elle en fait partie. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est la reine du masculinisme. J'étais en train de vérifier le motif du classement parce que je connais pas l'affaire. Enfin, je connais l'affaire publiquement, mais j'ai pas les détails du dossier. Et d'après ce que je vois dans les journaux, c'est que ça aurait été classé sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc c'est toujours le même problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire que l'enquête n'a pas abouti à avoir assez de preuves pour établir qu'il était potentiellement responsable et donc le renvoyer devant une juridiction. Donc on ne peut pas juste dire ça a été classé, je suis innocent. Ça veut dire que la justice n'arrive pas à déterminer s'il l'est ou pas, mais en tout cas que judiciairement, du coup, ça s'arrête là. Dans le chat, il y a Oximus qui dit le 28 septembre est la journée mondiale de la contraception et du droit à l'avortement. Une manif sera organisée à Paris. Ça me fait penser, ce week-end, il y a aussi des manifs, des rassemblements qui sont organisés un peu partout en France pour soutenir Gisèle Pellicot. Est-ce que vous avez... C'est en ce moment. Oui, c'est ça, c'est aujourd'hui et demain, il me semble. Est-ce que vous avez dû ne pas aller à un rassemblement pour venir ici? Oui. Un peu, merde. Ouais. Vous aviez prévu quoi? Ou peut-être que demain, vous ferez quoi? À Paris, elle était cet après-midi, la manif. Ok. Donc c'est mort. C'est mort, voilà. Mais je crois qu'il y en a un peu partout en France, dans tout le week-end. Oui. D'ailleurs, on recevra Anna Toumazov, une des instigatrices de ce rassemblement, dimanche à 17h ou 18h, je crois. Elle a écrit une tribune sur Politis pour expliquer un petit peu son point de vue sur l'affaire Mazan et aussi la manière dont la presse en parle. D'ailleurs, ce que je viens de faire de l'affaire Mazan, elle trouve que c'est une mauvaise manière d'en parler. Elle dit qu'il faut bien nommer les 83 violeurs, etc., de nommer les gens, de nommer la personne. Et que, voilà. Où j'en suis? Est-ce qu'on a encore un peu de temps, la régie, ou est-ce qu'on passe à la suite? Et voilà, dans l'ordre, on parler. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Est-ce qu'on passe à la suite? 5 minutes. 5 minutes pour conclure. Et un petit mot de fin, peut-être H. Est-ce qu'on peut revenir sur une phrase que j'ai vue passer dans le chat? Vas-y. Alors, vous avez de la chance, vous avez le chat. Ouais, Je suis désolé. Vous êtes dans le brouillard là. J'ai vu une phrase passer de quelqu'un qui disait si vous continuez à parler comme ça, les filles, vous allez faire fuir les hommes. C'était le but. Voilà. On a réussi. Est-ce qu'il est encore là? Je ne sais pas si la personne est encore là. Il s'est déjà, merci, vraiment cœur sur le chat parce que vous êtes au top. Mais quand on a ce genre de phrase, qu'est-ce qu'on dit, nous? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on n'est pas là pour rien, là, vraiment. Qu'on n'est pas là pour rien. Déjà, on est juste en train de dire qu'on veut du respect. On veut être perçu pour ce qu'on est, c'est-à-dire des personnes, des êtres humains. Et là, juste dire que on vit des choses atroces de manière quotidienne, tous les jours, voilà, qu'effectivement, on dit all men parce que c'est la vérité. Enfin, voilà, on voit bien que dans beaucoup trop de cas, il faut on a besoin finalement aujourd'hui de mettre cette protection envers les hommes et de ne pas se jeter à corps perdu parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne dit pas non plus que toutes les femmes sont voilà, des saintes et c'est vraiment pas le cas ici. C'est pas parce que certaines femmes sont horribles que tu es obligé de les agresser. Mais c'est ça, et en fait, avoir peur de ce qu'on dit, on dit juste respectez-nous, enfin, genre on est juste là, de la même manière que vous, dire qu'on va faire fuir les mecs, mais fuis fort, parce qu'on n'a pas envie d'interagir avec toi, quoi.
Vraiment. Hein. La conclusion, là. Ouais, c'est pas mal cette conclusion. Vous avez un truc à rajouter, H, Violaine? Pour terminer ce plateau, il nous reste 3 minutes, donc vous avez 1 minute 30 chacune. Let's go. Vas-y, si j'ai un message à passer. Je voulais quand même, il me semble que c'est important de parler, on l'a évoqué rapidement, c'est trop important aujourd'hui de penser à la représentation, on va le dire, c'est une question assez bête, mais des femmes trans, parce que en vrai, on manque beaucoup en ce moment de représentation, et c'est quelque chose qui est jamais beaucoup posé, parce que oui, voilà, on a souvent, quand on va penser à avoir des personnes LGBT, voire à avoir quelques personnes trans, etc., par-ci par-là, incluant les personnes non binaires, et on en trouve, parce que il y en a de plus en plus qui le sont vocalement et tout. Mais au final, ce qu'on voit encore beaucoup dans les milieux, c'est que les femmes trans, non seulement on subit la transmisogynie, on subit de plein fouet, doublement souvent, beaucoup des attaques de l'extrême droite, etc., etc. Et très souvent, on n'arrive pas, on est très peu représenté. Et puis il y a aussi ce fait que, en général, quand il y a une meuf trans qui arrive sur Internet et qui commence à être un peu vocale et qui commence à être un peu visible, etc., elle dure 3 ans, et puis au bout soit elle part un peu dans les coulisses, souvent elle est fatiguée, elle arrête, soit elle part un peu dans les coulisses pour faire un peu de taf en régie, etc., par-ci par-là, soit elle passe stealth, comme on dit, donc elle arrête de parler de sa transidentité, et du coup arrête d'être vocale et d'avoir une voix sur ces questions-là. Et c'est vrai que même au sein de la communauté entre meufs trans, on a beaucoup de mal à s'échanger du savoir, à s'échanger les petits tips, à s'échanger, à mettre des mots sur tout ce qu'on vit et tout, du savoir que la même chose qui s'est produit avec MeToo pour les femmes et elles ont commencé à pouvoir parler de violences sexuelles, de pouvoir mettre des mots sur ce que c'était que le harcèlement. Et aujourd'hui, on a encore du mal à avoir ces trucs de base là entre femmes trans, et on a besoin d'endroits et d'avoir des figures et d'avoir plusieurs figures pour le faire, et du coup c'est cool de penser à nous aussi, penser à la représentation. Donc le message est passé, imposez-vous, osez, et voilà. On va essayer de tout faire. 1 minute. Non, je vais pas lancer PR, duplex, tu vas attendre. Violaine, peut-être un petit mot pour finir. Donc, je disais, t'es chroniqueuse pour l'humanité. C'est quoi ta prochaine chronique? Sur quoi tu travailles en ce moment? On travaille sur beaucoup de projets et suivez la chaîne Twitch parce qu'on va bientôt lancer une émission. Pas mal ce petit signe. Mais j'allais dire que j'avais lu un sondage qui disait que 4 hommes sur 10 trouvaient que les féministes exagéraient, mais là ce qu'on a dit aujourd'hui, si des personnes trouvent qu'on exagère, elles n'ont rien entendu parce que je trouve qu'on est resté relativement soft. Vous auriez pu y aller, hein. Moi j'étais prêt. Hein. Mais il n'y a pas besoin d'y aller. Oui, Tu vois, il y a des moments où il faut y aller. Et là, oui, on parle, tu vois, donc toutes les formes justement de prise de parole, quand le message est clair et qu'il a besoin d'être entendu, il est légitime. Mais là, en l'occurrence, on était entre personnes, cool. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et merci beaucoup à toutes les gars, c'est vraiment super chouette.